Mes parents célébrèrent l'entrée de ma sœur en médecine, ignorant ma remise de diplôme major de promo. 10 ans plus tard, son appel sanglotant révéla une vérité glaçante sur eux. Je m'appelle Céleste Fournier. J'ai 28 ans. Arrête de mendier l'attention. Voilà ce que mon père a dit devant 43 invités, une coupe de champagne à la main, la semaine où j'ai été diplômé major de ma promotion. Cette même semaine, mes parents ont organisé une grande fête avec un traiteur et une bannière dans le salon. Rien de tout cela n'était pour moi. J'ai quitté la maison ce soir-là. Je ne suis pas revenu pendant 10 ans. Et puis ma sœur, la préférée, celle pour qui était la fête, m'a appelé en larmes depuis une cabine téléphonique à 1h du matin. Sans un sou, sans abri, permis de conduire suspendu. Ce qu'elle m'a avoué sur nos parents ne m'a pas seulement brisé le cœur, ça m'a glacé le sang. Maintenant, laissez-moi vous ramener 10 ans en arrière, en juin, dans une maison de la rue des Érables, la semaine où ma famille a volé en éclats. J'ai grandi dans une maison avec 4 chambres rue des Érables, juste à l'extérieur de Rennes. Le genre de rue où tout le monde se fait un signe de la main depuis son allée et où personne ne ferme sa porte d'entrée à clé. De l'extérieur, nous étions la famille parfaite. Gérard et Diane Fournier, 2 filles, une pelouse impeccable. Mon père dirigeait une agence régionale d'une compagnie d'assurance. Il portait des chinos impeccablement repassés tous les jours et serrait les mains comme si c'était un sport. Ma mère était femme au foyer, active dans le groupe des femmes de la paroisse, toujours la première à apporter un gratin quand quelqu'un tombait malade. Elle tenait la maison impeccable. Elle tenait aussi les apparences impeccables. Ma sœur aînée, Monique, avait 2 ans de plus que moi. Elle était grande, extravertie, d'un charme naturel. Le genre de personne qui entrait dans une pièce et tous les regards se tournaient vers elle. Elle jouait au volley-ball. Elle chantait dans la chorale de l'église. Elle riait fort et facilement, et les gens l'aimaient pour ça. Moi, j'étais la discrète. J'avais d'excellentes notes. Je rangeais des livres à la bibliothèque municipale après les cours. Je dînais sans qu'on ait à me le demander 2 fois et je finissais mon assiette sans qu'on me le dise. Je pensais que c'était suffisant. Je pensais que si j'étais assez discrète et assez sage, il finirait par se retourner et me voir. J'avais tort. Il y a un souvenir qui me marque. J'avais 14 ans. Je venais d'être inscrite au tableau d'honneur pour le 6e semestre consécutif. J'ai donc imprimé le diplôme et je l'ai scotché sur le réfrigérateur, juste à côté de la photo de l'équipe de volley de Monique et de son prix de la chorale. Le lendemain matin, il avait disparu. Je l'ai retrouvé plié sur le comptoir de la cuisine, sous une pile de bons de réduction. J'ai demandé à ma mère. Elle n'a pas levé les yeux de son café. Le frigo devenait encombré, ma chérie. La photo de Monique est restée. À l'époque, je me suis dit que ça ne voulait rien dire, mais la porte de ce réfrigérateur était un tableau des scores où je n'étais jamais autorisé à gagner. Et je ne savais pas encore que le jeu était truqué depuis le début. En terminale, je n'avais qu'un seul objectif, être major de promotion. Je suivais 5 options à haute difficulté. J'étudiais jusqu'à 2 heures du matin la plupart des nuits, penché sur mon bureau avec une lampe et une tasse de thé froid. Je travaillais 12 heures par semaine à la bibliothèque pour économiser de l'argent. J'écrivais des lettres de motivation pour des bourses pendant mes pauses déjeuner. Rien de tout cela n'était bruyant. Rien de tout cela n'était vu. Ce printemps-là, le conseiller d'orientation m'a convoqué et m'a annoncé que j'avais obtenu la meilleure moyenne générale de ma promotion. Je prononcerai le discours de fin d'année. 700 personnes, mon nom sur le programme. Je suis rentré en voiture cet après-midi-là avec la lettre officielle sur le siège passager, et je jure que la lumière du soleil semblait différente. J'ai posé la lettre sur la table de la cuisine et j'ai attendu que mes parents rentrent. Mon père est passé devant, a ramassé le courrier, a posé le courrier sur la lettre. Ma mère est entrée avec les courses. J'ai dit, maman, j'ai reçu quelque chose aujourd'hui. Je peux te montrer? Elle a jeté un œil à la table. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Je suis major de promotion. Ils veulent que je fasse le discours de remise des diplômes. Oh, c'est bien, ma puce. Elle s'est tournée vers le frigo et a commencé à ranger le lait. Tu as commencé ton discours? Peut-être devrais-tu demander à l'un de tes professeurs de t'aider. C'est tout. J'ai demandé à un professeur, Madame Hélène Couturier, ma professeure de littérature. Elle avait 62 ans,
le regard vif, les cheveux argentés toujours relevés en chignon, des lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou. Elle a lu mon premier brouillon à son bureau après les cours, stylo rouge à la main. Quand elle a fini, elle a posé le stylo, m'a regardé par-dessus ses lunettes, et a écrit une seule ligne au bas de la page, d'une écriture soignée. Je suis fier de vous. Souvenez-vous de ce sentiment. Cette ligne de Madame Couturier, j'allais en avoir besoin plus que je ne l'aurais jamais imaginé. La semaine de la remise des diplômes a commencé un mardi. C'est ce jour-là que la lettre officielle de major de promotion est arrivée par courrier recommandé. Enveloppe couleur crème, épaisse, le sceau de l'école en relief doré. Je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine, appuyé contre la corbeille de fruits où quelqu'un serait bien obligé de la voir. Mercredi matin, Monique a appelé à la maison. Elle avait été acceptée en faculté de médecine. En 1 heure, ma mère avait appelé 15 personnes. Je l'entendais d'en haut, faisant les 100 pas dans le salon, sa voix vive et haletante. Tu te rends compte? Notre Monique. À midi, mon père avait commandé une bannière en ligne, lettre blanche sur fond bleu marine, futur docteur Fournier. Le vendredi, le traiteur était réservé. Samedi, la fête. 43 invités entassés dans notre jardin. Tantes, oncles, cousins, voisins, amis de la paroisse. Mon père avait loué une table pliante pour les desserts. Ma mère portait un chemisier neuf. Il y avait des flûtes de champagne sur toutes les surfaces et un grand gâteau avec le nom de Monique écrit en glaçage lavande. Je suis rentré de mon service à la bibliothèque à 16 heures. J'entendais le bruit depuis l'allée. Je suis resté assise dans ma voiture un instant, ma toche de diplômé pliée sur la banquette arrière, et je me suis dit, vas-y, sois heureuse pour elle. Peut-être que quelqu'un te posera la question. Personne ne l'a fait. J'ai traversé cette fête comme un fantôme. J'ai rempli les bols de chips. J'ai souri à ma tante Lydie. J'ai dit félicitations à Monique, et je le pensais. Vraiment. Elle m'a serré dans ses bras de côté, se tournant déjà vers la personne suivante. À un moment donné, je suis retourné dans la cuisine. Et là, sur le comptoir, exactement où je l'avais laissé il y a 4 jours, se trouvait la lettre de major de promotion. Elle était coincée sous une pile d'assiettes en carton usagé, absorbant une auréole de condensation laissée par le verre de quelqu'un. Je l'ai ramassée. Le seau doré était taché, et quelque chose en moi a basculé. Je suis retourné dehors, la lettre à la main. Le jardin était plein. Les gens étaient regroupés autour de la table des desserts, riant, tenant des assiettes. Mon père se tenait près du barbecue, le bras autour de Monique, racontant à quelqu'un le taux d'admission à sa faculté de médecine. Ma mère versait du champagne. Je suis allé voir ma mère en premier, lui ai touché doucement le bras, en gardant la voix basse. Maman, j'ai aussi une nouvelle. Je suis major de promotion. Elle m'a regardé, a souri rapidement. Oh, c'est vrai. C'est super, ma chérie. Puis elle s'est retournée vers la bouteille de champagne et a rempli le verre d'un invité. Je suis resté là pendant 10 secondes, peut-être 15. Puis j'ai réessayé, plus fort cette fois. Assez fort pour que le petit groupe près de la terrasse entende. J'ai aussi eu mon diplôme cette semaine. Je fais le discours de major de promotion lundi. Le jardin ne s'est pas tu d'un coup. Le silence s'est propagé par vagues. Quelques têtes se sont tournées. Tante Patricia, la sœur cadette de ma mère, a levé les yeux de son assiette. Monique a jeté un coup d'œil. Mon père a posé son verre. Il m'a regardé droit dans les yeux et sa voix n'a pas monté. Elle n'en avait pas besoin. Elle était assez tranchante à volume normal. Céleste, arrête de mendier l'attention. Tout ne tourne pas autour de toi. C'est la soirée de ta sœur. 43 personnes l'ont entendu. Personne n'a dit un mot. Tante Patricia a baissé les yeux sur ses chaussures. Mon oncle a toussé. Monique a eu un petit rire gêné et s'est tournée vers quelqu'un à côté d'elle. Ma mère a rempli un autre verre comme si je n'avais pas parlé. Je suis retourné dans la cuisine, j'ai franchi la porte d'entrée et je suis sorti jusqu'à ma voiture. Je me suis assise sur le siège conducteur, dans cette allée, pendant 15 minutes. Je n'ai pas mis le moteur en marche. Je suis juste resté là, tenant une lettre tachée, à respirer. C'était la dernière fois que je pleurais pour cette famille. Assise dans cette voiture, j'ai pris une décision.
Je ne donnerai plus jamais à quelqu'un le pouvoir de me faire sentir invisible. Mais 10 ans plus tard, j'apprendrai que ce que mes parents m'avaient volé cette nuit-là était bien moins que ce qu'ils volaient depuis le début. Lundi est arrivé, le jour de la remise des diplômes. J'ai mis ma toque et ma toche seule dans ma chambre. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Je me suis rendu à l'école toute seule. L'amphithéâtre pouvait contenir 700 personnes. Je le sais parce que j'ai compté les rangées en attendant en coulisses. Les familles affluaient. Des mères s'agrippant à leurs appareils photo. Des pères gardant des sièges. Des frères et sœurs s'agitant dans les rangées du fond. Je les observais de derrière le rideau et sentais un vide s'installer dans ma poitrine. Quand ils ont appelé mon nom, je me suis dirigé vers le podium. Les lumières étaient chaudes. Le microphone bourdonnait. J'ai prononcé le discours sur lequel j'avais travaillé pendant 6 semaines, sur la persévérance, sur le fait de faire ses preuves quand personne ne regarde. Sur la digne discrétion de se présenter même quand personne n'applaudit. 700 personnes ont applaudi. J'ai regardé la 4e rangée, siège 7 à 10, ceux que j'avais réservés pour ma famille. Ils étaient vides, tous les 4. Mais à la 3e rangée, juste à côté de l'allée centrale, une personne se tenait debout. Madame Hélène Couturier. Elle applaudissait fort, les 2 mains levées, ses yeux brillant derrière ses lunettes. Après la cérémonie, elle m'a trouvé dans la foule. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle m'a juste tendu une petite enveloppe, bleu pâle, avec son écriture sur le devant. À l'intérieur, il y avait une carte, une seule ligne. L'aveuglement de tes parents n'est pas ton échec. Va construire ta vie. Glissée derrière la carte se trouvait une carte de visite d'un coordinateur de bourse à l'université de Rennes. J'ai gardé les 2. Je les ai encore. Cet été-là, j'ai postulé. J'ai obtenu la bourse. J'ai fait 2 valises et j'ai conduit jusqu'à Rennes. Je n'ai pas dit à mes parents que je partais. Je ne leur ai pas dit où j'allais. La maison de la rue des Érables a rétréci dans mon rétroviseur jusqu'à disparaître. Et je me suis fait une promesse. Je ne regarderai pas en arrière. Je ne savais pas qu'au moment où je suis parti, mes parents ont commencé à faire quelque chose que j'aurais dû découvrir bien plus tôt. Rennes a été un nouveau départ. J'ai emménagé dans un appartement en colocation près du campus avec 2 colocataires que j'ai trouvés sur un panneau d'affichage. Je travaillais à temps partiel dans un bureau de services financiers, faisant du classement, de la saisie de données, répondant au téléphone. Je mangeais des nouilles instantanées 4 soirs par semaine et je comptais chaque euro. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. En 2e année, j'ai postulé pour mon premier appartement solo, un 2 pièces dans le centre-ville. Rien d'extraordinaire, juste un endroit où je pouvais fermer une porte et étudier en silence. J'ai rempli le dossier, fourni mes fiches de paie, et j'ai attendu. 3 jours plus tard, le gestionnaire immobilier a appelé. Je suis désolé, mademoiselle Fournier. Votre dossier a été refusé. J'ai cligné des yeux. Pourquoi? Votre historique de crédit montre quelques irrégularités. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais je vous recommanderais de consulter votre dossier complet à la Banque de France. J'ai raccroché et je me suis assise sur mon lit, confuse. Je n'avais aucune dette, aucune carte de crédit. Je n'avais jamais emprunté un centime à personne. J'avais été prudente avec l'argent toute ma vie. Je me suis dit que ça devait être une erreur du système, une confusion avec un nom de famille courant. J'avais 20 ans et j'étais submergé par les cours. Je n'avais pas le temps de courir après la paperasse, alors j'ai laissé tomber. J'ai trouvé un autre appartement, moins cher. Pas de vérification de crédit requise et j'ai tourné la page. C'était ma première erreur. Mais je ne le comprendrai que des années plus tard. Tous les quelques mois, ma mère appelait. Elle avait toujours l'air pareil. Un peu blessée, un peu essoufflée, comme si elle lisait un scénario qu'elle avait répété devant le miroir de la salle de bain. Céleste, ma chérie, je ne sais pas ce que nous avons fait de mal. Ton père pleure la nuit. Nous voulons juste retrouver notre famille. À chaque fois, mon estomac se nouait. À chaque fois, une petite voix murmurait, peut-être que le problème, c'est toi. Peut-être que tu es égoïste. Peut-être que tu devrais rentrer à la maison. Je ne suis jamais rentré. Mais la culpabilité m'a suivi à Rennes comme une ombre que je ne pouvais pas semer.
j'ai obtenu mon diplôme de l'université de Rennes avec mention, une licence en finance, 3 offres d'emploi avant la remise des diplômes. J'ai pris la meilleure, un poste d'analyste junior dans un cabinet de conseil financier de taille moyenne en centre-ville. En 2 ans, j'ai été promu. En 4 ans, j'étais analyste financière senior, rendant compte directement à l'associée directrice. Ma patronne, Marguerite Thibault, début de la cinquantaine, pragmatique, le genre de femme qui portait des lunettes de lecture sur une chaîne en argent et se souvenait de chaque chiffre qu'elle avait jamais vu, m'a convoqué dans son bureau un matin. Céleste, vous êtes l'un des esprits les plus vifs que j'ai embauchés en 15 ans. Continuez comme ça. Je l'ai remercié. Je suis retourné à mon bureau et j'ai fixé mon écran pendant un long moment. À 26 ans, j'avais mon propre appartement. Une voiture fiable, un compte d'épargne qui grossissait. Je construisais quelque chose de réel. Sur le papier, ma vie ressemblait à une réussite. Mais chaque Noël, j'étais seul. Je cuisinais quelque chose de simple. Un poulet rôti, de la purée, un verre de vin. Je regardais la neige tomber sur Rennes et je pensais à la maison de la rue des Érables. Pas avec nostalgie, exactement. Plutôt comme un bleu sur lequel on continue d'appuyer pour voir s'il fait encore mal. C'était toujours un peu le cas. Je ne parlais pas à Monique. Pas une seule fois pendant toutes ces années. Chaque fois que son nom me traversait l'esprit, je voyais la même image. La fête dans le jardin, 43 personnes, et ma sœur se détournant avec ce petit rire gêné. Elle ne m'avait pas défendu. Elle avait choisi leur camp. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai construit une vie qui ne ressemblait en rien à celle dans laquelle j'avais grandi. Et je me suis dit que c'était assez. Mais il y a une différence entre assez et entière. Je n'apprendrai cette distinction que lorsqu'une cabine téléphonique sonnerait par une nuit d'hiver et ferait ressurgir tout ce que je pensais avoir enterré. C'était un jeudi de février, 10 ans après la fête. J'étais sur mon canapé, ordinateur portable ouvert, en train d'examiner un rapport trimestriel. L'appartement était silencieux. La neige tapotait contre la fenêtre. Mon téléphone a vibré sur la table basse. Un numéro inconnu, indicatif de la région de Saint-Malo. J'ai failli ne pas répondre. Je laisse toujours les numéros inconnus aller sur la messagerie vocale. Mais quelque chose à l'instinct peut-être, ou juste leur tardive m'a poussé à décrocher. Allô. Une respiration saccadée. Puis une voix brisée et tremblante, tenant à peine le coup. Céleste, c'est Monique. S'il te plaît, ne raccroche pas, ma main s'est crispée sur le téléphone. Je n'avais pas entendu la voix de ma sœur depuis une décennie. Mais ce n'était pas la Monique dont je me souvenais. Confiante, soignée, la préférée en blouse blanche. Cette voix appartenait à quelqu'un en train de s'effondrer. Où es-tu, ai-je demandé. À la gare routière. À Saint-Malo. Saint-Malo. Oui. Pourquoi es-tu à une gare routière à 23 heures? Un souffle tremblant. Mon téléphone a été coupé. Je n'ai pas d'argent pour un hôtel. J'ai trouvé une cabine téléphonique. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre. La neige tombait plus fort maintenant. Pourquoi n'es-tu pas chez maman et papa? Silence, assez long pour que je vérifie si l'appel avait été coupé. Puis, très bas, ils m'ont mise à la porte. Il y a 3 mois. J'ai posé mon ordinateur sur le comptoir. Je me suis appuyé contre le mur de la cuisine. Les mots n'avaient pas de sens. Pas tout de suite. Monique était la préférée. Monique était la bannière sur le mur, le toast au champagne, la future docteur Fournier. Monique était la fille qu'ils avaient choisie. Que s'est-il passé, ai-je demandé. Je ne peux pas tout expliquer au téléphone. J'ai juste besoin d'un endroit où aller ce soir, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je ne savais pas encore ce qu'elle allait me dire. Je ne savais pas que ces prochains mots me feraient m'asseoir par terre dans ma cuisine. Mais quelque chose dans la façon dont elle a dit « s'il te plaît », comme si c'était le dernier mot qui lui restait, m'a dit que ce n'était pas juste une mauvaise soirée. C'était le début de quelque chose que je ne pourrais jamais défaire. Je lui ai dit de rester où elle était. Elle a parlé pendant que j'enfilais mon manteau. Pas en phrase complète, en fragments, comme quelqu'un qui fouille dans des décombres. Elle avait perdu sa licence de médecin il y a 6 mois. Une erreur de prescription,
mauvais dosage, mauvais dossier patient. L'hôpital a lancé une enquête interne. L'ordre des médecins a ouvert une enquête. En 8 semaines, sa licence a été suspendue. 2 mois plus tard, elle a été révoquée. Je travaillais 80 heures par semaine, a-t-elle dit. Sa voix était plate maintenant, vidée. J'étais si fatigué que je n'y voyais plus clair. J'ai fait une erreur. J'ai enfilé mes bottes, attrapé mes clés. Tu l'as dit à maman et papa. Ils l'ont su avant moi. Quelqu'un de la paroisse connaissait quelqu'un au conseil d'administration de l'hôpital. Papa m'a appelé avant même que la lettre n'arrive. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle a ri. Un son court et cassant. Tu sais ce qu'il a dit. Tu sais exactement ce qu'il a dit. Je le savais, mais je voulais l'entendre. Il a dit, tu as humilié cette famille. J'ai verrouillé ma porte d'entrée. Le froid m'a frappé le visage. Et maman? Maman n'a rien dit. Elle se tenait juste derrière lui et pleurait, comme elle le fait toujours. Après la révocation de sa licence, Monique ne pouvait plus payer son loyer. Elle avait réemménagé dans la maison de la rue des Érables. Temporairement, pensait-elle. Mais après 2 semaines, Gérard lui a dit qu'elle devait partir. Les gens parlent, a-t-il dit. Nous avons dit à l'église que tu voyages à l'étranger. Alors ils l'ont caché. Et quand la cachée est devenue gênant, ils l'ont jeté. Il m'aimait tant que j'étais utile, Céleste. Sa voix s'est à nouveau brisée. À la seconde où je ne l'étais plus, je suis devenu toi. Cette phrase a atterri quelque part au fond de moi. Je n'y ai pas répondu. J'ai juste démarré la voiture et suis sorti de ma place de parking dans la neige. Mais ce n'était pas la pire chose. Monique m'a parlé du bureau cette nuit-là. Quand Gérard lui a ordonné de partir, Monique a emballé ce qu'elle pouvait. Lors de sa dernière nuit dans la maison, elle est entrée dans le bureau de notre père, la seule pièce où nous n'avions jamais eu le droit d'entrer quand nous étions enfants. Elle cherchait son acte de naissance. Ce qu'elle a trouvé, c'est un dossier en carton à l'arrière du tiroir du bas, derrière de vieilles déclarations d'impôts. Il était plein de mes imprimés, a-t-elle dit. Entre maman et papa, datant de 12 ans. J'étais sur l'autoroute maintenant. La neige zébrait mes phares. Les essuie-glaces battaient la mesure. Quel genre de mai? À notre sujet, Céleste. Pour nous maintenir séparés. Mon emprise sur le volant s'est resserrée. Elle m'a lu des fragments de mémoire. Papa à maman. Daté de l'année de mon départ. Si elles parlent trop, elles compareront leurs notes. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. Maman à papa. 2 ans plus tard. Dis à Monique que Céleste ne voulait pas venir pour Noël. Je dirai à Céleste que Monique est trop occupée. Année après année, fête après fête, anniversaire après anniversaire, 2 mensonges distincts racontés dans 2 directions distinctes. Conçus pour empêcher 2 sœurs de jamais s'asseoir assez longtemps dans la même pièce pour réaliser la vérité. 12 ans, a murmuré Monique. 12 ans, ils m'ont fait croire que tu ne te souciais pas de moi. Et ils t'ont fait croire que je te méprisais. L'autoroute était déserte, juste mes phares dans la neige. Ils nous ont manipulés comme des pions sur un échiquier, Céleste, et nous n'avons même jamais su que nous étions sur le même plateau. J'ai conduit en silence pendant 1 minute entière. Puis j'ai dit, Y a-t-il autre chose dans ce dossier? La voix de Monique a changé. Elle est devenue plus petite. Prudente. Oui. Et ça a à voir avec l'argent. Mes mains étaient stables sur le volant, mais mon cœur ne l'était pas. D'accord, je dois faire une pause ici 1 seconde. Si vous étiez à ma place en ce moment, conduisant à travers une tempête de neige à minuit, entendant tout cela de la sœur à qui vous n'avez pas parlé depuis 10 ans, que feriez-vous? Continueriez-vous à écouter, ou raccrocheriez-vous? Mettez un 1 dans les commentaires si vous continueriez à écouter, ou un 2 si vous raccrocheriez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, car ce qui suit change tout. Monique m'a parlé des autres papiers dans le dossier. Derrière les emails, dans une pochette plastique séparée, il y avait des photocopies de demandes de cartes de crédit. 5 d'entre elles, 3 à mon nom, 2 au sien. Chacune ouverte dans les mois suivant nos 18 ans. Chacune signée d'une écriture qui n'était pas la nôtre. Je n'ai jamais ouvert de carte de crédit de ma vie, a dit Monique.
Je ne savais même pas qu'elles existaient avant de les sortir de ce tiroir. J'ai pris la sortie en direction de Saint-Malo. Le panneau de la gare routière brillait d'un vert dans le lointain. À quoi ont-elles servi? Frais de scolarité, paiement de voiture, la rénovation de la cuisine, ce nouveau toit qu'ils ont fait il y a 2 ans, elle a fait une pause. Et la fête, Céleste. Le traiteur, le champagne, la bannière, tout a été mis sur une carte à ton nom. La dette totale sur les 5 comptes, plus de 110 000 €, répartie entre 2 filles qui n'avaient jamais signé un seul formulaire. J'ai pensé à la demande d'appartement. 2e année, la voix du gestionnaire au téléphone. Votre historique de crédit montre quelques irrégularités. Je m'étais dit que c'était une erreur système. Je m'étais dit que ce n'était rien. Ce n'était pas rien. C'est pour ça que mon crédit a été signalé, ai-je dit, pas une question. Oui, c'est pour ça que ton crédit a été signalé. Je me suis garé sur le parking de la gare routière de Saint-Malo. À travers les portes vitrées, je pouvais voir une silhouette assise sur une chaise en plastique sous des néons. Une petite valise à côté d'elle, la tête baissée. J'ai coupé le moteur. Les essuie-glaces se sont arrêtés. La neige s'accumulait sur le pare-brise. Monique. Oui. Tu as toujours ces papiers. J'ai tout photographié et j'ai apporté les originaux. Je suis resté assise un moment. Puis j'ai ouvert ma portière et je suis sorti dans le froid. Ils ne m'avaient pas seulement ignoré. Ils n'avaient pas seulement choisi Monique. Ils avaient utilisé mon nom, mon identité pour construire une vie à laquelle je n'ai jamais été invité. Et ils lui avaient fait la même chose. Elle avait l'air différente. La Monique dont je me souvenais était soignée, posture droite, yeux brillants, le genre de confiance qui remplit une pièce avant même qu'elle ne parle. La femme assise sur cette chaise en plastique pesait 7 kilos de moins, les joues creuses, portant un manteau trop fin pour un mois de février en Bretagne. Ses cheveux étaient attachés en un chignon qui semblait n'avoir pas été refait depuis des jours. Elle s'est levée quand elle m'a vu. Nous nous sommes regardés à travers la salle d'attente fluorescente. 10 ans. 10 ans de silence construit sur des mensonges qu'aucune de nous n'avait choisis. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je n'étais pas prête pour ça. Mais j'ai tenu la porte ouverte. Monte dans la voiture. Elle a pris sa valise. Elle était petite, du genre qu'on emporte pour un week-end, pas pour le reste de sa vie. Elle est passée devant moi et j'ai senti une odeur de café rassis et de gaz d'échappement de bus. Nous avons roulé en silence pendant les 5 premières minutes. Je gardais les yeux sur la route. Elle gardait les siens sur la fenêtre. Puis, très bas, elle l'a dit. Je suis désolé pour la fête, Céleste. J'aurais dû dire quelque chose. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé les mots flotter entre nous. L'autoroute bourdonnait sous les pneus. Tu restes chez moi, ai-je dit. Aussi longtemps que tu en auras besoin. Elle a hoché la tête. Ses yeux étaient humides, mais elle n'a pas pleuré. Pas encore. Mais demain matin, on appelle un avocat. Un avocat? Ce qu'ils ont fait n'est pas seulement mal, Monique. C'est un crime. Et si nous voulons que ces comptes soient retirés de nos noms, nous devons le signaler. Elle a appuyé son front contre la vitre. La neige ralentissait. Ce sont nos parents, a-t-elle murmuré. Je sais. Je n'ai rien dit d'autre. Je n'en avais pas besoin. Elle avait compris. Le dossier était dans sa valise sur la banquette arrière. Ses papiers, ses signatures falsifiées et ses noms volés étaient sur le point de tout changer, et nos parents n'avaient aucune idée qu'ils existaient encore. Le lendemain matin, j'étais assise à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable ouvert et Monique sur la chaise à côté de moi. J'ai consulté mon rapport de crédit complet. Les 3 bureaux, Equifax, Experian, TransUnion, ou plutôt leur équivalent français via la Banque de France. Il a fallu 4 minutes pour charger, et ces 4 minutes ont été les plus longues de ma vie. 3 comptes que je n'avais jamais ouverts. 3 cartes de crédit, chacune avec une adresse de facturation à Rennes. La maison de la rue des Érables. Ouverte en août, il y a 10 ans. Le même mois où je suis parti pour Rennes. Solde total impayé à mon nom, 67 000 €. Le numéro de téléphone de contact sur chaque demande était le portable de ma mère. Monique a fait le sien ensuite. 2 comptes, 48 000 €.
Même adresse, même numéro de téléphone, même signature falsifiée. J'ai fixé l'écran. 67 000 €. Un chiffre qui pesait sur mon nom depuis une décennie pendant que je vivais de nouilles instantanées, que je faisais des doubles services et que je me voyais refuser des appartements pour lesquels j'aurais dû être qualifié. Je dois passer un appel, ai-je dit. Un collègue du cabinet m'avait un jour parlé d'un avocat spécialisé dans les affaires de fraude. J'ai trouvé sa carte dans le tiroir de mon bureau. Maître Jacques Blanchard, avocat, spécialisé en fraude à la consommation et usurpation d'identité. J'ai appelé à 9 h pile. Son assistante m'a passé son appel en moins d'1 minute. J'ai exposé les faits, les comptes, les signatures falsifiées, la chronologie. J'ai gardé une voix égale. Je lui ai donné les chiffres. Quand j'ai fini, il y a eu une pause. 3 secondes de silence. Puis Maître Blanchard a dit très prudemment, c'est une affaire pénale. C'est de l'usurpation d'identité. Chaque demande falsifiée est un chef d'accusation distinct. J'ai regardé Monique. Elle serrait sa tasse de café à 2 mains, ses jointures blanches. Les mots suivants de Blanchard furent ceux pour lesquels je n'étais pas prête. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné pendant le déjeuner. Le nom de Monique sur l'écran, ce qui signifiait qu'elle utilisait le téléphone que je lui avais prêté. Elle appelait de mon appartement. Sa voix était tendue. Papa vient d'appeler. Il ne sait pas que je suis ici. Il a appelé ton numéro parce que c'est celui auquel j'ai répondu la dernière fois. J'ai posé ma fourchette. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut que je rentre à la maison. Il dit que maman est malade. L'est-elle? Elle n'est pas malade, Céleste. Elle a des reflux gastriques. Elle a ça depuis 15 ans. J'ai presque souri. Presque. Il a dit autre chose. Quoi? Je l'avais mis sur haut-parleur. Il a dit, elle a pris une inspiration. Il a dit, ne contacte pas Céleste. Cette fille ne fera qu'empirer les choses. Elle a toujours été jalouse de toi. J'étais assise dans la salle de pause de mon bureau, 2 collègues à la table voisine, mangeant des sandwichs, parlant d'une réunion client, la vie normale. À 1 mètre de distance. Et me voilà, écoutant mon père mentir à mon sujet à ma sœur, encore une fois, à 300 km de distance. Il y a plus, a dit Monique. Il m'a dit que si je ne revenais pas, il appellerait la police et signalerait que j'ai volé des objets de la maison quand j'ai déménagé. J'ai serré la mâchoire. Quels objets? Il n'a pas précisé, mais nous savons toutes les deux de quoi il parle. Le dossier, les emails, les demandes de carte de crédit, la preuve. Notre père ne s'inquiétait pas des biens volés. Il s'inquiétait des preuves volées. Il ne savait juste pas que Monique me les avait déjà montrées. Il ne savait pas qu'un avocat les avait déjà vus. Et il n'avait aucune idée que les documents qu'il essayait de récupérer étaient les choses mêmes qui pourraient le conduire devant un tribunal correctionnel. Ne le rappelle pas, ai-je dit. N'entre pas en contact. Laisse Blanchard s'en occuper. J'ai raccroché et j'ai fixé mon déjeuner. Je n'avais plus faim. Le lendemain, c'était au tour de ma mère. J'étais à mon bureau quand l'appel est arrivé. Un indicatif de Rennes. Je le savais avant de répondre. Céleste, ma chérie. Sa voix était faible et tremblante, comme elle le devient toujours quand elle veut quelque chose. Je me suis fait tellement de soucis pour toi. Je ne comprends pas pourquoi toi et ta sœur vous vous éloignez de nous. Ton père et moi, nous vous aimons tellement toutes les deux. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai posé la question. Maman, as-tu ouvert des comptes de carte de crédit à mon nom? Silence. Pas le genre bref, le genre qui a du poids. De quoi parles-tu? 3 cartes de crédit, mon nom, ton numéro de téléphone sur les demandes. Ouverte il y a 10 ans. Plus de silence. Puis sa voix a changé, plus haute, plus tendue, blessée. Es-tu en train de m'accuser? Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai élevé, Céleste. Je t'ai nourri. Je t'ai conduite à l'école tous les matins, et maintenant tu me traites de voleuse. Je ne t'accuse pas, maman. Je demande, et tu n'as pas dit non. Je pouvais l'entendre respirer vite, superficiellement. Puis les larmes ont commencé. Je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire que ma propre fille me dirait une chose pareille.
Ton père avait raison. Tu as toujours eu du ressentiment envers cette famille. Tu as toujours voulu nous déchirer. Sa voix s'est brisée aux bons endroits. Elle avait des décennies de pratique. Maman, j'ai fini. Céleste. J'ai fini d'essayer. La ligne est devenue silencieuse. J'ai posé mon téléphone face contre le bureau. Je suis resté très immobile un moment. Puis j'ai ouvert mes emails et j'ai commencé à rédiger un message à Blanchard. Elle ne l'a pas nié, pas une seule fois. Elle a pleuré, elle a dévié, elle a accusé, elle a joué la comédie, mais elle n'a jamais dit non. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. 2 semaines se sont écoulées. Je commençais à penser que le pire était derrière nous. J'avais tort. Mon téléphone a sonné un mardi soir. C'était Madame Couturier. Céleste, je dois vous dire quelque chose, et je suis désolé d'être celle qui vous l'apprend. Elle n'avait pas l'air désolée. Elle avait l'air furieuse. Vos parents ont parlé à la réunion de la paroisse dimanche dernier, environ 30 personnes. Votre père s'est levé pendant le temps de partage et a dit au groupe que vous aviez, et je cite, manipulé Monique pour qu'elle coupe les ponts avec la famille. Il a dit que vous aviez toujours été jalouse et que vous utilisiez sa dépression pour la monter contre eux. J'ai fermé les yeux. Votre mère était assise à côté de lui et a pleuré tout le temps. Elle a dit aux gens qu'elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Je pouvais me l'imaginer parfaitement. Gérard se tenant droit, la voix assurée, le patriarche endeuillé. Diane à côté de lui avec son mouchoir, les épaules secouées au bon moment. Les deux jouant le chagrin d'amour pour un public de 30 personnes, de la même manière qu'ils avaient joué la famille parfaite pour 43 personnes à cette fête dans le jardin il y a une décennie. Certains membres de la paroisse m'ont envoyé des messages après, a poursuivi Hélène. Ils voulaient vos coordonnées pour vous dire, et je cite, vous devriez avoir honte. 2 SMS sont arrivés alors que nous étions encore au téléphone. L'un d'une femme dont je me souvenais vaguement du catéchisme. Comment osez-vous faire ça à vos parents? Un autre d'un homme que je ne pouvais pas situer. Votre mère est une sainte. Vous lui brisez le cœur. Monique était assise en face de moi, lisant par-dessus mon épaule. Aucune de nous n'a parlé. La voix d'Hélène était maintenant stable. Céleste, je connais vos parents depuis 20 ans. Je vous connais aussi. La vérité fait toujours surface. Ne les laissez pas réécrire votre histoire. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Jacques Blanchard. Je suis prête à déposer plainte, ai-je dit. Pour tout. En êtes-vous certaine? Une fois que nous aurons déposé plainte, il y aura une enquête. Vos parents le sauront. J'en suis certaine. Laissez-moi vous demander quelque chose. Quelqu'un a-t-il déjà déformé la vérité à votre sujet auprès de personnes qui vous sont chères? Avez-vous déjà été dépeint comme le méchant de votre propre histoire? Tapez oui ou non dans les commentaires. Et si cette histoire vous parle, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre en ce moment, car c'est ici que les choses commencent à se défaire pour mes parents. Et ils ne l'ont jamais vu venir. Le bureau de Jacques Blanchard se trouvait au 7e étage d'un immeuble de verre dans le centre-ville de Rennes. Lignes épurées, calmes, le genre d'endroit où les choses sérieuses se passent sans que personne n'élève la voix. Monique et moi étions assises en face de lui à une longue table de conférence. Entre nous, 3 rapports de crédit, des photocopies de 5 demandes falsifiées, une pile de mails imprimés et une chronologie que j'avais écrite à la main sur un bloc-notes. Blanchard a étalé les documents. Il a étudié chacun d'eux, tournant les pages lentement, prenant des notes dans la marge avec un stylo argenté. Il n'a pas précipité les choses. Les demandes de cartes de crédit ont été signées par une autre personne que les titulaires de compte, a-t-il dit. Les coordonnées sur chaque formulaire appartiennent à votre mère. L'adresse de facturation et le domicile de vos parents et les frais correspondent à des paiements de scolarité, des achats de véhicules et des rénovations domiciliaires, des dépenses dont vos parents ont directement bénéficié. Il a levé les yeux. C'est de l'usurpation d'identité. Chaque demande frauduleuse est un délit distinct. Combiné aux signatures falsifiées, nous examinons également l'escroquerie et potentiellement la fraude en ligne, selon la manière dont les demandes ont été soumises. Monique s'est agitée sur sa chaise. Je pouvais sentir son hésitation. Je la comprenais. Ce n'étaient pas des étrangers dont nous parlions. C'étaient les personnes qui nous conduisaient à l'école, qui s'asseyaient au bout de la table de Noël,
qui nous disait qu'elle nous aimait même quand elle ne le pensait pas. Mais si nous voulons que les dettes soient annulées, ai-je dit, c'est la seule voie. Correct. Les agences de crédit exigent soit un dépôt de plainte, soit une déclaration sur l'honneur d'usurpation d'identité pour lancer un litige de cette nature. Il n'y a pas d'autre mécanisme. Blanchard a fait glisser 2 formulaires de déclaration sur l'honneur sur la table. Un pour moi, un pour Monique. Je n'ai pas signé ce papier par vengeance. Je l'ai signé parce que mon nom avait été utilisé sans mon consentement, et j'avais tout le droit légal de le reprendre. Monique a pris le stylo. Sa main a plané au-dessus de la ligne de signature. Puis elle a signé. 2 semaines après notre dépôt de plainte, les ondulations ont commencé. Je ne les avais pas prévues. Je n'ai rien orchestré. Je suis allé travailler. Je suis rentré à la maison. J'ai préparé le dîner pour Monique et moi. J'ai suivi les instructions de Blanchard. Ne contactez pas vos parents. Ne discutez pas de l'affaire publiquement. Laissez le processus suivre son cours. Mais dans une communauté aussi petite que celle dans laquelle mes parents avaient bâti leur réputation, la vérité n'a pas besoin de porte-parole. Elle a juste besoin d'une fissure dans le mur. Hélène Couturier fut cette fissure. Elle n'a pas colporté de ragots. Elle n'a rien publié en ligne. Mais quand les gens lui demandaient, et il le faisait parce que le discours de Gérard à la réunion de la paroisse avait suscité des discussions, elle répondait honnêtement. Je connais Céleste depuis qu'elle a 14 ans, a-t-elle dit à Marthe Grégoire, la trésorière de l'église, autour d'un café. Cette fille n'a jamais été jalouse de personne. Si Gérard et Diane veulent parler de leur fille devant toute la congrégation, peut-être devraient-ils raconter toute l'histoire. Marthe l'a dit à son mari. Son mari en a parlé au diacre. Le diacre en a parlé à quelqu'un d'autre. Puis tante Patricia m'a appelé. Je n'avais pas entendu sa voix depuis la fête. 10 ans. C'est elle qui avait baissé les yeux sur ses chaussures quand mon père m'avait dit d'arrêter de mendier l'attention. Elle avait été silencieuse alors. Elle n'était plus silencieuse maintenant. Céleste, j'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps. Je suis désolé. Que veux-tu dire, tante Patricia? Elle est restée silencieuse un moment. J'ai entendu ton père une fois, il y a des années. Il était dans la cuisine avec ta mère et il a dit « Elle s'est raclée la gorge ». Ouvrant une autre. Céleste ne vérifie jamais. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire à l'époque, a-t-elle dit. Mais je pense que je comprends maintenant. Et si tu as besoin de quelqu'un pour confirmer le genre de personnes qu'ils sont derrière les portes closes, je suis là. Le mur se fissurait, et mes parents ne l'avaient pas encore remarqué. Le dernier dimanche de ce mois-là, Gérard et Diane sont entrés dans l'église comme ils le faisaient toujours, côte à côte, le menton haut, la main de Gérard dans le bas du dos de Diane. Ils ont pris leurs sièges habituels au premier rang, mais cette fois, les sièges autour d'eux sont restés vides. Les gens entraient, hochaient poliment la tête, s'asseyaient 2 rangs derrière, 3 rangs derrière. Personne n'a choisi la place à côté de Gérard. Personne ne s'est penché pour demander à Diane comment elle allait. La communauté qui avait autrefois tourné autour d'eux se réorganisait tranquillement, non pas avec hostilité, mais avec distance. Le pasteur, le révérend Alain Marchand, n'a nommé personne. Il ne le faisait jamais. Mais son sermon ce matin-là portait sur la vérité, la responsabilité et la confiance sacrée entre parents et enfants. Il a cité les proverbes. Il a parlé du poids de la tromperie portée au sein d'un foyer. Il a regardé l'assemblée et a dit, une famille construite sur le secret sera finalement défaite par les secrets même qu'elle garde. Gérard fixait droit devant lui. Sa mâchoire était serrée. Diane a pressé un mouchoir contre son visage. Après le service, 3 couples, des amis de longue date, des gens qui avaient été à la fête dans le jardin 10 ans auparavant, se sont approchés de Gérard près du parking. Les Dupont, les Collin, les Mercier. Howard Dupont a parlé le premier. Sa voix était basse mais directe. Gérard, nous devons te demander quelque chose. Est-il vrai que tu as ouvert des cartes de crédit au nom de tes filles? Le visage de Gérard ne s'est pas effondré. Il s'est durci. Les affaires de ma famille sont les affaires de ma famille. Ce n'est pas un déni, Gérard, a dit Howard. Diane a attrapé le bras de Gérard et l'a tiré vers la voiture. Elle pleurait. De vraies larmes cette fois.
Ou peut-être les mêmes, répétés. Il devenait difficile de faire la différence. Je n'étais pas là. Je n'en avais pas besoin. La vérité n'a pas besoin d'un microphone. Elle a juste besoin d'une voix honnête, puis d'une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que le silence devienne impossible à maintenir. Gérard m'a appelé ce soir-là. Je faisais la vaisselle. Le téléphone a vibré sur le comptoir et son nom a éclairé l'écran. Je ne l'avais pas vu là depuis 10 ans. J'ai séché mes mains, l'ai pris et j'ai répondu. Céleste. Sa voix était différente, plus petite. Les arêtes vives avaient disparu. Ce qui restait ressemblait à un homme debout dans une pièce qui rétrécissait de minute en minute. Tu détruis cette famille. Tu dois retirer la plainte. J'ai fermé le robinet. J'ai ouvert des comptes à ton nom parce que je n'avais pas le choix, a-t-il dit. Tout cet argent est allé aux frais de scolarité de Monique, à cette famille. Je l'ai fait pour nous. Tu ne l'as pas fait pour nous. Tu l'as fait pour l'image de nous. Je rembourserai chaque centime. Retire juste la plainte. Tu as ouvert 3 cartes de crédit à mon nom quand j'avais 18 ans. Tu as falsifié ma signature. Tu as utilisé mon numéro de sécurité sociale. Ce n'est pas une dette, papa. C'est un crime. Sa respiration est devenue plus lourde. Je pouvais l'entendre faire les 100 pas. Tu veux voir ton père aller en prison. C'est ça que tu veux. Je ne veux rien de toi. Je veux récupérer mon nom. Céleste. Tu m'as dit d'arrêter de mendier l'attention. Tu te souviens, à la fête, devant 43 personnes. Alors j'ai arrêté. J'ai arrêté de te demander quoi que ce soit. Et maintenant, je ne demande pas. Je porte plainte. Silence. Puis, très bas. Et c'est la partie à laquelle je ne m'attendais pas. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît, Céleste. Je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort, mais ne m'envoie pas en prison. Je me tenais dans ma cuisine, le téléphone à l'oreille, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas anticipé. Pas de la satisfaction, pas du triomphe, quelque chose de plus proche du deuil. Papa, je ne t'envoie pas en prison. Tu t'y es conduit toi-même il y a 10 ans. J'ai raccroché. Mes mains étaient stables, mais quelque chose dans ma poitrine ne l'était pas. Les semaines qui ont suivi ont été calmes, de la manière dont les lendemains sont calmes. Pas paisibles, mais immobiles. Blanchard envoyait des mises à jour par email. Les autorités avaient traité notre déclaration sur l'honneur. La gendarmerie de Rennes avait ouvert un dossier d'enquête. Les agences de crédit avaient signalé les 5 comptes frauduleux et lancé des procédures de contestation formelles. La machine de la justice tournait lentement et sans drame, comme elle est censée le faire. J'allais travailler tous les matins. J'analysais des chiffres. J'assistais à des réunions. Je buvais du café à mon bureau et regardais la neige fondre par ma fenêtre. Aucun de mes collègues ne savait ce qui se passait dans ma vie personnelle. Je n'avais pas besoin qu'ils le sachent. Puis, un mercredi après-midi, Marguerite Thibault m'a convoqué dans son bureau. Elle se tenait derrière son bureau, les bras croisés et une expression sur son visage que je ne pouvais pas déchiffrer. « Asseyez-vous, Céleste. » Je me suis assise. Je vous propose pour le prix régional de l'analyste financier de l'Ouest. Il est décerné à un seul analyste par an dans toute la région. Le comité de sélection se réunit le mois prochain. J'ai cligné des yeux. Merci, Marguerite. Ne me remerciez pas. Vous l'avez mérité. Votre travail sur le dossier Pendleton seul aurait suffi, mais votre constance sur 4 ans, c'est ce qui a tout scellé. Elle m'a serré la main, fermement, brièvement. Puis elle est retournée à sa lecture. Je suis sorti de son bureau et j'ai descendu le couloir. À mi-chemin de mon bureau, je me suis arrêté. Je me suis appuyé contre le mur, le dos pressé contre lui, et j'ai pris une longue et lente inspiration. Il y a 10 ans, je me tenais sur un parking et je pleurais parce que mon père m'avait dit que je mendiais l'attention. Maintenant, je me tenais dans un couloir et on me disait que j'étais la meilleure dans ce que je faisais. Pas parce que j'avais mendié, pas parce que j'avais fait un spectacle, mais parce que je m'étais présenté chaque jour et que j'avais fait le travail. Je n'avais plus besoin de l'approbation de mon père. J'avais quelque chose de mieux. J'avais la mienne. Elle est arrivée un samedi matin.
Sans prévenir, sans appeler. J'ai ouvert ma porte d'entrée pour prendre le journal et Diane Fournier était là, dans le couloir, les yeux gonflés, le manteau froissé, l'air d'avoir conduit toute la nuit. Céleste, s'il te plaît, il faut qu'on parle. J'ai tenu la porte ouverte mais je ne me suis pas écarté. Elle se tenait sur le seuil, à moitié dedans, à moitié dehors. Ton père pourrait aller en prison, a-t-elle dit. Tu comprends ce que ça veut dire? On pourrait tout perdre. Vous avez ouvert des comptes à mon nom, maman. Vous avez signé les demandes. Je n'avais pas le choix. Ton père m'a obligé. Maman. La voix de Monique venait de derrière moi. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Le visage de Diane a changé. Elle ne savait pas que Monique était là. Elle a regardé de l'une à l'autre, ces deux filles debout ensemble pour la première fois en plus d'une décennie, et quelque chose derrière ses yeux a vacillé. Pas de la culpabilité, de la peur. Monique, ma chérie, ne. La voix de Monique était stable, plus calme que je ne l'avais jamais entendue. J'ai lu les emails, maman. Tous. Y compris celui où tu as écrit à papa, ouvre en une autre. Céleste ne vérifie jamais. La bouche de Diane s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Aucun son n'est sorti. Tu n'as pas été forcé, a poursuivi Monique. Tu as participé à chaque fois. Les yeux de Diane se sont remplis de larmes. Elle m'a regardé, puis Monique, puis de nouveau moi. Maman, ai-je dit, je ne veux pas que vous alliez en prison, mais je ne vais pas non plus porter 67 000 € de dette que je n'ai pas créée. Vous avez le choix. Coopérez avec l'avocat, reconnaissez ce que vous avez fait, négociez une solution, ou attendez que les enquêteurs viennent à vous. Elle m'a fixé. Sa lèvre tremblait. Puis elle s'est retournée, a descendu le couloir et a disparu dans les escaliers sans un autre mot. Monique a fermé la porte. Nous nous sommes regardés. Elle va le dire à papa, a dit Monique. Je sais. Et ensuite? Cela a pris 3 semaines. Blanchard a appelé un vendredi après-midi. J'étais à mon bureau, en plein milieu d'un rapport, quand son nom a clignoté sur mon écran. Ils ont pris un avocat, a-t-il dit. Leur conseil nous a contactés ce matin. Ils veulent négocier. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Par la fenêtre, le premier vert du printemps commençait à poindre sur les toits de Rennes. Qu'est-ce qu'ils proposent? Reconnaissance complète des comptes frauduleux, restitution de tous les soldes impayés, 115 000 €, y compris les intérêts courus, payés par un plan de remboursement structuré. En échange, ils demandent que vous et Monique souteniez une procédure de plaider coupable plutôt que de pousser pour des poursuites pénales complètes. À quoi ressemble le plaider coupable? Plaider coupable pour usurpation d'identité. 3 ans de sursis avec mise à l'épreuve, une ordonnance restrictive financière leur interdisant d'accéder aux informations personnelles, au crédit ou au compte financier de l'une ou l'autre fille. Pas de peine de prison ferme. J'y ai réfléchi. Pas longtemps. Monique et moi n'avions pas porté plainte pour les mettre en prison. Nous l'avions fait pour récupérer nos noms. Alors cela atteint cet objectif. Accepté. La paperasse a pris un autre mois. Gérard et Diane Fournier ont plaidé coupables devant un tribunal de Rennes. Pas de caméra, pas de spectateurs, juste 2 avocats, un juge et 2 parents qui avaient passé 20 ans à construire une image parfaite, signant des papiers qui admettaient que c'était un mensonge. Les agences de crédit ont supprimé les 5 comptes frauduleux en 60 jours. Mon score de crédit a grimpé de 190 points en 6 mois. Pour la première fois de ma vie d'adulte, mon identité financière était vraiment la mienne. J'ai appelé la société de gestion immobilière du centre-ville, celle qui m'avait refusé 7 ans plus tôt. Je ne cherchais pas d'appartement. Je voulais juste dire une chose. La raison pour laquelle ma demande a été refusée il y a des années était une usurpation d'identité. Mon dossier a été corrigé. La femme au téléphone a fait une pause. Je suis désolé que cela vous soit arrivé, madame. Je n'ai pas demandé à récupérer mon nom par vengeance. Je l'ai demandé parce qu'il était à moi. Cela a toujours été suffisant. Les nouvelles ne voyagent pas vite dans une communauté comme celle où mes parents ont construit leur vie. Elles voyagent lentement, à travers les regards, les silences, les choses que les gens ont cessé de dire. Personne dans la paroisse n'a tenu de réunion. Personne n'a fait d'annonce.
Mais quelques semaines après le plaidoyer, le réarrangement silencieux qui avait commencé ce dimanche matin est devenu permanent. Gérard et Diane ont cessé d'assister au service, non pas parce qu'on leur a demandé de partir. Le révérend Marchand ne ferait jamais ça, mais parce que l'espace qu'ils avaient occupé pendant 25 ans ne leur semblait plus appartenir. Leurs sièges au premier rang sont restés vides pendant 3 semaines avant que quelqu'un d'autre ne les remplisse. Leurs amis, les Dupont, les Collin, les Mercier, ont cessé d'appeler, non par cruauté, mais par embarras. Nous les avons crus, a dit Geneviève Dupont à tante Patricia. Pendant 10 ans, nous avons cru chaque mot. Patricia me tenait informé. De courts appels téléphoniques une fois par semaine. Elle ne commentait pas. Elle me disait juste ce qu'elle voyait. Ton père a mis la maison en vente, a-t-elle dit un soir à la fin du printemps. Ils utilisent les fonds pour les paiements de restitution. Ils déménagent dans un 3 pièces en location dans le sud de la ville. Je suis resté avec ça un moment. La maison de la rue des Érables, la pelouse impeccable, le réfrigérateur avec les photos de Monique et mon diplôme du tableau d'honneur disparu. Comment va-t-il, ai-je demandé. Je ne sais pas pourquoi j'ai demandé. Il est plus silencieux, a dit Patricia. Ta mère aussi. Ils ne sortent pas beaucoup. Merci de me le dire, tante Patricia. Bien sûr, ma chérie. J'ai raccroché et je me suis tenu à la fenêtre de ma cuisine. Les arbres le long de ma rue commençaient à fleurir. Il a passé toute sa vie à construire une image, et à la fin, la vérité ne l'a pas démoli. Elle a juste allumé les lumières, et les gens autour de lui ont finalement vu ce qui avait toujours été là et ont détourné le regard. Monique a vécu avec moi pendant 3 mois. Je ne prétendrai pas que ces mois ont été faciles. Nous étions 2 femmes à la fin de la vingtaine, partageant un 2 pièces, portant 2 décennies de dommages que nous commencions seulement à comprendre. Il y a eu de bonnes soirées, à cuisiner ensemble, à regarder de vieux films, à rire de choses qui n'étaient probablement pas si drôles. Et il y a eu de mauvaises soirées. Un soir de mars, je l'ai dit. La chose que je retenais depuis la fête. Pourquoi n'as-tu rien dit ce soir-là, quand papa m'a dit d'arrêter de mendier? Tu as juste ri. Monique a posé sa fourchette. Elle a regardé la table pendant un long moment. Parce que je le croyais, a-t-elle dit. Je pensais que tu faisais du cinéma. Ils avaient passé des années à me dire que tu m'en voulais, que tu étais jalouse, que tu voulais ruiner chaque bonne chose qui m'arrivait. Et j'ai tout cru. Tout. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Nous sommes restés assis en silence. Le chauffage a cliqueté. Je suis désolé, Céleste. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu n'as pas à le réparer. Tu dois juste être honnête. Nous avons commencé une thérapie, séparément. Différents cabinets, différents thérapeutes. Monique a travaillé sur la pression d'être la préférée, le poids impossible d'un rôle qu'elle n'a jamais choisi. J'ai travaillé sur l'invisibilité, la culpabilité, les années à me demander si j'étais le problème. Monique a trouvé un emploi en avril, coordinatrice de santé communautaire dans une clinique associative. Elle utilisait ses connaissances médicales sans avoir besoin d'une licence. Le salaire était modeste. Elle s'en fichait. C'est la première fois de ma vie que je travaille parce que je le veux, m'a-t-elle dit un soir, en laçant ses baskets pour une promenade. Pas parce que papa a besoin d'un médecin sur le portrait de famille. En mai, elle avait emménagé dans son propre appartement, à 15 minutes du mien. La guérison n'est pas une ligne droite. Certains soirs, nous nous disputions, d'autres soirs, nous restions assis ensemble en silence. Les 2 étaient nécessaires. La cérémonie de remise des prix a eu lieu au Grand Hôtel de Rennes. Une salle de bal avec de hautes fenêtres, des nappes blanches et 200 personnes de cabinets financiers de tout l'ouest de la France. Je portais une robe bleu marine que j'avais achetée pour l'occasion. Simple, professionnelle. Je suis arrivé seul, je me suis enregistré à la table d'accueil et j'ai pris ma place près de l'avant. Quand j'ai regardé la 3e rangée, juste à côté de l'allée centrale, j'ai vu 2 visages que je n'attendais pas. Monique, et à côté d'elle, Hélène Couturier. Hélène avait pris un vol de sa ville ce matin-là. Elle portait un blazer gris et ses lunettes de lecture sur leur chaîne, et elle était assise à la 3e rangée, les mains jointes sur ses genoux, exactement comme elle s'était assise à ma remise de diplôme 10 ans auparavant. Mon nom a été appelé à 20h15. Je me suis dirigé vers le podium.
Le microphone bourdonnait. Les lumières étaient chaudes. 200 personnes levaient les yeux vers moi. J'ai fait un discours court. Il y a 10 ans, quelqu'un m'a dit que je mendiais l'attention. J'ai porté cette phrase avec moi pendant longtemps. Ce soir, je ne m'en dis rien. Je suis ici parce que je l'ai mérité. Et je veux remercier les personnes dans cette salle, et quelques-unes qui n'y sont pas, qui ont vu cela avant que je ne le puisse. La salle a applaudi. J'ai regardé la 3e rangée. Monique pleurait. Pas les larmes brisées et saccadées de la gare routière. Des larmes propres, silencieuses, le genre qui vient quand quelque chose de perdu est finalement retrouvé. Et Hélène Couturier s'est levée, les 2 mains en l'air, applaudissant fort, de la même manière qu'elle s'était levée dans cet auditorium il y a une décennie quand 700 personnes applaudissaient et que 4 chaises restaient vides. Après la cérémonie, elle m'a trouvé près du vestiaire. Elle m'a prise dans ses bras, brièvement, fermement. Vous voyez, a-t-elle dit, je vous l'avais dit. Souvenez-vous de ce sentiment. La même femme qui s'était levée pour moi à 18 ans s'est levée pour moi à 28 ans. Mais cette fois, elle n'était pas seule. 6 mois après la cérémonie, une lettre est arrivée. Pas un email, pas un appel téléphonique. Une lettre manuscrite dans une enveloppe blanche ordinaire, cachée de la poste de Rennes. L'écriture de mon père, serrée, inclinée, la même calligraphie qu'il utilisait sur les formulaires d'assurance pendant toute mon enfance. Je me suis assise sur mon canapé et je l'ai ouverte. 2 pages, encre bleue. Il n'a pas commencé par des excuses. Il a commencé par une explication, ou quelque chose d'approchant. Il a écrit sur le fait d'avoir grandi pauvre dans une ville où personne n'avait rien. D'avoir abandonné sa première année d'université parce qu'il n'en avait pas les moyens. D'avoir fait faillite à 30 ans et la honte qui l'a suivi comme une seconde ombre. Je pensais que si cette famille avait l'air parfaite, alors peut-être que nous le serions. Je pensais que si les gens voyaient Monique en blouse blanche, ils me verraient comme plus qu'un homme qui a fait faillite à 30 ans. J'avais tort. J'ai construit une maison sur des mensonges et je me suis dit que c'était de l'amour. Puis il a écrit ceci. Je sais que j'ai eu tort à ton sujet, Céleste. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Je ne demande pas ça. Je veux juste que tu saches que je te vois. J'aurais dû te voir il y a longtemps. Je te vois maintenant. C'est tard, mais je te vois. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai pliée, l'ai remise dans l'enveloppe et l'ai placée dans le tiroir du haut de ma table de chevet. Je n'ai pas répondu. Je suis restée assise près de la fenêtre un moment. Le soleil se couchait sur Rennes, peignant le ciel de nuances de cuivre et de gris. J'ai pensé au réfrigérateur de la rue des Érables, au diplôme disparu, au seau doré taché sous une pile d'assiettes en carton. Il m'avait enfin vu, mais je n'avais plus besoin d'être vu par lui. C'est la différence que font 10 ans. Je n'ai pas fermé la porte à mon père ce soir-là, mais je ne l'ai pas ouverte non plus. Je l'ai juste laissée être. Ni verrouillée, ni grande ouverte. Une limite, pas un mur. La distinction est importante. Alors, voilà où j'en suis maintenant. J'ai 28 ans. Je vis dans un 2 pièces à Rennes avec un petit balcon qui donne sur une rangée de platanes. En automne, ils deviennent dorés. Au printemps, ils remplissent la rue de cette douce lumière verte qui fait que tout semble possible. Mon score de crédit est le plus haut qu'il ait jamais été. J'économise pour un acompte sur une maison, une vraie, avec mon nom sur l'acte de propriété et celui de personne d'autre. Je vais travailler tous les matins à un emploi que j'aime. Pour une patronne qui me dit que je suis brillante au lieu de me dire que je suis trop. Monique vit à 15 minutes. Nous dînons ensemble tous les jeudis, non pas parce que quelqu'un nous l'a dit, mais parce que nous le voulons. Parfois, nous cuisinons. Parfois, nous commandons taille et le mangeons sur mon canapé avec un film en arrière-plan. Nous ne parlons pas de nos parents à chaque fois, mais quand nous le faisons, nous parlons honnêtement. C'est nouveau pour nous. C'est encore difficile. Ça devient plus facile. Monique appelle notre père une fois par mois. Bref, poli, prudent. Elle met un minuteur sur son téléphone. 15 minutes, pas plus. Elle dit que c'est suffisant pour elle. Je respecte ça. Je ne le juge pas. Chacun trace la ligne où il en a besoin. Je ne l'appelle pas. Je n'appelle pas ma mère. La lettre est dans le tiroir de ma table de chevet, toujours sans réponse.
Chaque Noël, Hélène Couturier m'envoie une carte. L'année dernière, elle a écrit « Toujours fière ». Fière depuis toujours. Je l'ai collée sur mon réfrigérateur avec un aimant. Et cette fois, personne ne l'a enlevée. Ma famille ne ressemble pas à celle dans laquelle j'ai grandi. Elle est plus petite. Elle est plus calme. Et elle est entièrement à moi. Il y a une liberté là-dedans. Une liberté étrange, durement gagnée, imparfaite. Le genre que l'on ne trouve qu'après avoir cessé d'attendre que quelqu'un d'autre vous la donne. Si vous me demandez ce que j'ai appris, et je sais que cela ressemble à la partie de l'histoire où quelqu'un devient moralisateur, alors je vais essayer de ne pas l'être. Je dirais ceci. Premièrement, si votre famille ne vous aime que lorsque vous lui êtes utile, ce n'est pas de l'amour. C'est une transaction, et vous êtes autorisé à vous retirer d'un accord que vous n'avez jamais accepté. Deuxièmement, fixer une limite n'est pas une trahison. Ce n'est pas de la cruauté. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est l'acte de respect de soi le plus fondamental qu'une personne puisse accomplir. Dire, c'est ici que je finis et que tu commences. J'ai passé 18 ans sans limite et 10 ans de plus à apprendre à en construire. J'aurais aimé que quelqu'un me le dise plus tôt, vous n'avez besoin de la permission de personne pour vous protéger. Troisièmement, si vous êtes major de votre promotion et que personne ne vous organise de fête, organisez la vôtre. Achetez-vous un gâteau, allumez une bougie, savourez-le. Vous avez mérité ce moment, et le silence de personne d'autre ne peut vous l'enlever. Et quatrièmement, c'est celui que j'ai mis le plus de temps à comprendre. Si quelqu'un vous dit d'arrêter de mendier l'attention lorsque vous partagez quelque chose dont vous êtes fier, le problème n'est pas que vous en faites trop. Le problème est qu'ils offrent trop peu. Et ce fossé n'est pas à vous de le combler. Je ne vous dis pas quoi faire avec votre famille. Je ne connais pas votre histoire. Je ne connais pas vos parents, vos frères et sœurs, votre passé. Mais je sais ceci. Les personnes qui sont censées vous aimer ne devraient pas être celles qui vous font sentir invisible. Et si elles le font, vous n'êtes pas obligé de rester dans la pièce. Fixer une limite, ce n'est pas abandonner sa famille. C'est refuser de s'abandonner soi-même. C'est ce que j'ai appris à la dure, sur 10 ans. Et je le referai. J'ai commencé cette histoire avec une jeune fille de 18 ans, assise dans une voiture garée dans l'allée de ses parents, tenant une lettre tachée, pleurant dans le noir, tandis que 43 personnes riaient et trinquaient dans le jardin derrière elle. J'ai 28 ans maintenant. Je ne pleure plus pour eux. Pas parce que je ne ressens rien. Je ressens tout. Je ressens le poids de ce qui a été perdu et le soulagement de ce qui a été trouvé. Mais j'ai appris la différence entre les larmes qui vous guérissent et les larmes qui vous maintiennent petit. Je ne gaspille pas les miennes pour des gens qui ne les ont jamais méritées. Mon père m'a dit que je mendiais l'attention. Il avait tort. Je ne mendiais pas l'attention. Je demandais à être vu par les personnes qui étaient censées me voir en premier. Et quand elles ont refusé, j'ai appris à me voir moi-même. Ce n'est pas une fin de film hollywoodien. Il n'y a pas de scène de tribunal dramatique, pas de retrouvailles familiales en larmes sur un porche quelque part. Certaines histoires ne se terminent pas par une étreinte. Certaines histoires se terminent avec une femme debout dans son propre appartement, accrochant une carte sur son propre réfrigérateur et sachant pour la première fois qu'elle est suffisante. Si vous êtes là en ce moment et que vous êtes celui ou celle que votre famille a oublié, le discret, le sage, celui qui a tout fait correctement et qui a quand même été négligé, je vous vois. Votre histoire compte. Ne laissez personne vous dire le contraire. Papa a dit que je mendiais l'attention. Il avait tort. Je demandais à être vu, et maintenant, je me vois.